Bonsoir, c'est Marc Vandal, le président de Hum Energy France. Il est venu Universal Research Innovation. Voilà, je donne mon point de vue sur tout ce qui se dit dans les médias actuellement sur le réchauffement climatique, le problème du CO2, tout ça, les possibilités qu'on a pour résoudre les problèmes climatiques, énergétiques. Donc, et rétablir un peu la vérité, parce que bien souvent les médias, comme dit Jean-Marc Jancovici, est 80% de littéraire, il y a 20% de scientifiques. Donc il n'y a pas assez de scientifiques pour bien expliquer les choses. Il n'y a plus les émissions comme c'est pas sorcier, c'est très intéressant. Donc pour le réchauffement climatique, donc on dramatise, mais regardez bien l'hiver. Quand il fait très froid, il n'y a plus rien qui pousse. Donc le réchauffement climatique, c'est moins grave que le refroidissement climatique. Si on avait le refroidissement, ce serait dramatique. Tout est gelé, il n'y a plus rien qui pousse. Donc il faut remettre les choses, le débat au centre. Par exemple aussi, alors j'ai eu quand même 26 stagiaires en général de Bac+2, de France et puis d'étrangers. Ils sont venus chercher du savoir et de la connaissance. Ils m'ont apporté aussi du savoir et de la connaissance. On a eu des échanges, des réflexions. Alors, par exemple, sur le réchauffement climatique, par exemple, là, j'avais un stagiaire qui était algérien, qui est venu à l'université du Havre. Et bon, malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir parce qu'il y a des contraintes administratives qui sont très difficiles. Mais on s'est fait la réflexion, puisqu'il était en Algérie, d'un côté, il était dans la montagne, d'un côté, c'était très chaud, de l'autre côté, il y avait la mer. Et on s'est rendu compte que le plus important, c'est le soleil. Si on n'a pas de soleil, on ne peut rien faire pousser. Et l'eau, on dramatise, on fait de l'argent avec l'eau, tout ça, on spécule. Et par exemple, dans le Sahara, il suffirait d'avoir un pipeline, on pompe de l'eau. Et alors, l'idée n'est pas de moi, c'est Jean-Pierre Petit, c'est un chercheur que je respecte, même parfois c'est controversé. Il a dit, dans le Sahara, on aurait de quoi alimenter la planète. Donc même dans le carré rouge la partie du Sahara algérien, on pourrait produire une centrale solaire qui marche avec des miroirs. C'est pas forcément de la photovoltaïque, parce que le photovoltaïque, ça dure un certain temps, que des miroirs en inox, c'est beaucoup plus robuste. On fait bouillir de l'eau, et on peut pomper de l'eau, on peut aussi électrolyser de l'eau de mer pour extraire le lithium. Par exemple, on produit de l'hydrogène, il y a le chlore qu'on peut faire réagir avec de l'eau pour produire autre chose. Et donc, on peut extraire le lithium. Par exemple, des chercheurs saoudiens ont découvert en électrolysant de l'eau de mer, on produit de l'hydrogène et du chlore, et une électrode poreuse, on récupère un kilo de lithium, bon, c'est énorme, c'est 500 mètres cubes d'eau. Et en même temps, on produit de l'hydrogène. Et par exemple, dans le Sahara, comme il y a de la chaleur, mais il n'y a pas d'eau, si on pompe de l'eau, on fait de l'ombre, aussi à partir du moment qu'on fait de l'ombre. On a mettons des miroirs pour capter l'énergie solaire, on a de l'ombre, et on amène de l'eau. Par évaporation, on va avoir de l'eau douce. Le sel, on peut le récupérer pour extraire le lithium. Il faut prendre tout en compte. C'est par exemple quand on produit de l'énergie électrique avec de la source thermique, on produit de la chaleur. Bien souvent, on la rejette, même une centrale nucléaire, on rejette la chaleur dans la mer ou dans le fleuve, ou dans l'air, dans le refroidissement. Et cette chaleur-là peut être utilisée pour une serre. On va doubler la performance si on récupère la chaleur. Par exemple, une piscine, il pourrait y avoir une centrale de cogénération chauffée avec un combustible de toutes sortes, ça peut être du bois, de la biomasse, et on produit de la chaleur pour la piscine et on produit de l'électricité. Parce que quand on veut produire l'électricité avec une source thermique, on a un rendement de 50%. Donc vous voyez, il y a des solutions. Et alors donc le réchauffement climatique, alors aussi quand la chaleur est plus importante, au niveau de la mer, il y a une évaporation plus importante. Les nuages qui se forment, la vapeur d'eau, ça a un effet de serre 25 fois supérieur au CO2. Aussi le CO2, il y a une partie qui va se dissoudre dans la vapeur d'eau. On a fait des expériences avec un stagiaire. Par exemple, quand on fabrique de l'eau distillée, donc on s'aperçoit que l'eau, normalement, on avait pensé, tiens, on m'avait dit le pH va être de 7.
on prévoit le résultat, puis on s'aperçoit qu'on est à 5, je sais plus, 5,4 ou 5,1. On regarde Wikipédia, on s'aperçoit que l'eau distillée, dès qu'elle est en contact avec l'atmosphère, le gaz carbonique se dissout dans l'eau. Donc l'eau distillée très pure, c'est difficile à garder en état. Dès qu'elle est en contact avec l'atmosphère, il y a des gaz qui se dissolvent dedans. Par exemple, si on prend de l'eau de pluie qui sera un petit peu le moisi, bon, ben, quand on va faire évaporer l'eau, ben, l'odeur moisie va revenir dans l'eau distillée. Donc parfois quand je fais de l'eau distillée, je prends souvent de l'eau de source, comme ça il n'y a pas d'odeur, quoi. Il peut y avoir un peu de gaz carbonique. Pareil, l'eau, quand on prend une eau dans une source, quand elle sort de terre, bien sûr, il n'y a pas d'oxygène. Mais dès qu'il y a une cascade, elle s'oxygène. Alors c'est bien pour le consommer dans l'immédiat, mais par contre ça fait développer des bactéries, toutes sortes de choses, quoi. Même l'eau de javel, c'est pareil, on met de l'eau de javel dans l'eau, mais au bout d'un moment, l'eau de javel a réagi, ça reverdit. Donc il y a tout ça à prendre en compte, oui. Alors, donc par exemple dans le Sahara, on aurait de quoi alimenter la planète en énergie, même pas la surface totale du Sahara. Et ça a un avantage, par exemple si on amène de l'eau, on peut faire, c'est de la géo-ingénierie, c'est ce que je parle là. On fait diminuer le niveau de la mer si c'est à grande échelle, puisqu'on dit que la mer va monter. Et on refroidit la planète aussi. Le fait on amène de l'eau, il y a une partie qui s'évapore qui part en énergie calorifique. On convertit l'énergie, on électrolyse de l'eau, donc on convertit une partie de la chaleur en une autre forme d'énergie. On peut aussi en stocker. On peut stocker l'hydrogène. On peut faire pousser des plantes à ce moment-là, à partir du moment qu'on a de l'ombre. Alors, parce que quand il fait très chaud, si on arrive à faire de l'ombre, déjà qu'elles sont en plein soleil, les plantes, elles vont arriver à pousser. Si on amène de l'eau au pied, il faut savoir, par exemple, au bord des océans, dans une bande de terre de 100 km, il y a le climat océanique qui joue, quoi. Donc il y a de l'humidité, parce que la mer amène de l'humidité. Donc ça serait bien qu'on se... Et que plutôt que de dramatiser, de dire ouais c'est la fin du monde, on ne peut rien faire, il faut plutôt réagir, comme disait mon père, réagis, reste pas le long du corps ou les bras levés au ciel. Donc la géo-ingénierie, donc dans le Sahara, alors et puis aussi on peut transporter l'électricité à grande distance si on utilise du courant continu. Le courant alternatif, on perd de l'électricité, on s'en rend pas compte, mais par le phénomène d'ondulation, par le rayonnement électromagnétique, on perd du jus, on perd de l'électricité. Que le courant continu, on peut transporter sur des milliers de kilomètres. Par exemple, on peut produire de l'électricité dans le Sahara et l'amener jusqu'en Europe. Là, par exemple, en somme, dans le Sahara, il y a une richesse. Le soleil, c'est le point de départ. On a de l'énergie solaire. 3 fois plus qu'en Allemagne. Vous vous rendez compte, alors, quand il fait très chaud, c'est pas l'idéal, c'est pas le photovoltaïque parce que ça souffre beaucoup. C'est des miroirs carrément. Il y a des expériences qui sont faites dans le sud de la France, dans l'Ariège, je crois, Odeyo, du côté d'Odeyo. Ils font des expériences, ils font bouillir de l'eau et puis on peut la stocker. Alors, ouais, quand on fait chauffer de l'eau ou un liquide caloporteur à haute température, on peut le stocker et après on peut faire tourner une turbine la nuit. On peut produire l'électricité la nuit. Une fois qu'on a stocké l'énergie sous forme thermique. Donc il y a des choses à faire. Il n'y a pas que le photovoltaïque. Des choses simples. Comme disait Jean-Pierre Petit, parfois c'est des trucs qu'on est plusieurs centaines d'existence, plusieurs 200 ans, qui sont des techniques qu'on maîtrise depuis 200 ans, avec de la tôle et des choses simples. Et quand c'est des choses simples, c'est ce qu'on appelle les low technologies, c'est beaucoup plus robuste. Parce que quand on fait appel à des hautes technologies, des trucs récents, il faut des métaux rares, c'est compliqué pour les fabriquer, c'est compliqué pour le recycler, ça a une durée de vie un peu limitée. Donc vous voyez, le réchauffement climatique, réfléchissez bien, si on avait de la glace partout, on avait du froid, bon, il faut chauffer, il n'y a plus rien qui pousse. D'ailleurs, la captation du CO2, l'hiver et l'été, elle n'est pas la même, puisque l'été, dans nos régions, l'été, les plantes transforment le gaz carbonique de l'air, ils le stockent dans leurs plantes, quoi. Alors aussi pour le CO2, on se prend toujours la tête avec l'émission de CO2, mais c'est un peu comme les recettes dépenses. Si on produit du CO2, mais que d'un autre côté on le capte par de la végétation, c'est équilibré, voilà, il y a moins de problèmes. Alors, et puis il faut savoir aussi une chose, que par exemple quand on brûle du charbon ou du pétrole, il y a du soufre dedans, on produit du soufre. Par contre, si on utilise par exemple des miscanthus, des plantes
qui captent beaucoup le CO2 de l'air, ils nous fabriquent du carbone végétal. Alors là, on n'a pas de soufre. Quand on va le brûler, on n'a que on émet du CO2. Bon, il y a quelques petites nuisances aussi, quelques petits gaz. Mais j'ai fait des expériences de carbonisation du miscanthus. Ça émet pratiquement que de la vapeur d'eau. À l'inverse par exemple, la lavande, si je carbonise de la lavande, ça dégage beaucoup d'hydrocarbures. Il y a une flamme qui sort, donc c'est pareil pour les herbes de la pampa. Les feuilles, c'est riche en hydrocarbures. Bon, par exemple, quand on donne à mes amis pour allumer leur insert, ils mettent 2-3 poignées, ça s'enflamme comme du pétrole. Donc si vous avez des herbes de la pampa dans votre jardin, coupez les feuilles, bon, avec des gants parce que c'est très coupant. Vous les faites sécher pendant une quinzaine de jours. Si c'est l'abri du soleil, ça va devenir un peu kaki. Si c'est en plein soleil, ça va devenir un peu jaune. Et après, quand vous allumez un feu, au lieu de prendre des produits pétroliers ou autres chimiques, vous pouvez allumer votre feu avec ça. Donc on a même fait des expériences, on s'est rendu compte que ça pouvait monter à 700 degrés. On a un tuyau en aluminium qui avait fondu. On avait trop chargé le four. Donc il y a des choses simples. Ouais, l'avenir est aux choses simples, je crois. C'est ce que ça rejoint la technique des Love Technologies. Donc réfléchir à bien réfléchir à tout ça. Quand par exemple vous prenez l'avion, là il n'y a pas de soleil. Bon, une fois je suis allé à Cuba, c'était tout gris à Orly. Une fois que on n'est pas dessus au-dessus des nuages, ça chauffait dur, donc ça prouve bien que la vapeur d'eau ça fait un écran, quoi. Alors la planète aussi, elle a une capacité d'autorégulation. Parce que si par exemple il fait chaud, l'eau va s'évaporer, ça fait une couverture nuageuse, c'est comme si on mettait un store, ça va ralentir le passage du soleil, quoi. Et donc c'est une autorégulation. Parce que quand même l'océan a tous les espaces recouverts par les océans, ça a une importance primordiale dans l'équilibre de la planète, quoi. Il y a 2 tiers de la planète qui est recouverte par les océans, il y a l'évaporation, il y a des endroits où c'est plus chaud qu'ailleurs, quoi. Et dans les zones chaudes, donc l'idée, ça serait par exemple d'amener de l'eau de mer, au lieu de transporter du gaz sur des milliers de kilomètres. Là, de l'eau de mer, il y en aura toujours. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut extraire le lithium. On peut produire, avec par exemple les énergies solaires, on va fabriquer l'électricité. Après, on peut électrolyser l'eau. On peut produire de l'hydrogène, du chlore. Le chlore, on peut le faire agir. On peut peut-être faire de l'acide chlorhydrique, qui après, avec des déchets d'aluminium, ça pourrait refaire de l'hydrogène. Après, voir si aussi, à partir du sel de mer aussi, le bicarbonate de soude, c'est intéressant pour faire des matériaux de construction avec le calcaire et la chaux. Donc, vous voyez des possibilités. Et puis, donc, pensez aussi que le truc le plus important, c'est l'énergie solaire. On va partir de l'énergie. Si on est à proximité d'une mer, ou même on est loin, on peut toujours mettre des pompes. On pompe de l'eau de mer et on la fait évaporer. Il faut bien réfléchir à tout ça. C'est des choses simples, peut-être qu'on n'a pas beaucoup développé. Bon, après, il y a le problème dans le Sahara, c'est qu'il y a différents pays, il faut que les gens se mettent d'accord, puisque maintenant on est un peu dans des guerres, tout le monde est en guerre, c'est pas bon ça. Parce qu'on aura des solutions que si tout le monde la pierre revient et puis que les gens collaborent, quoi. Même pour l'espace, c'est pareil. C'est pas un pays tout seul qui va pouvoir conquérir l'espace. Sur la Lune, il a fallu qu'on ait déjà une base lunaire pour déjà apprendre à se former à l'espace. Alors, la radioactivité, le nucléaire, j'étais pas tellement pour Bon, je me rends compte qu'il en faut un petit peu, mais c'est quand même vachement dangereux quand même. Il faut pas quand même. Il y a la radioactivité, mais on va être obligé de faire un peu de nucléaire parce que c'est je sais pas, c'est 1000 fois ou 1 million de fois plus puissant une tonne de charbon, quoi. Avec un gramme d'uranium, on produit autant qu'une tonne de charbon. Donc, mais il y a le problème des déchets. Puis il y a quand même, on cache un peu la vérité, mais il y a des risques s'il y a un pépin, s'il y a des gens qui sont. Donc ça demande une grande surveillance. Il y a des gens qui sont contaminés. Lors de la reproduction, il peut y avoir des enfants anormaux, ou même des animaux, pareil. Donc c'est à manier avec précaution. Alors ce qui serait intéressant dans l'avenir, le nucléaire, c'est de pouvoir récupérer les déchets comme le plutonium pour en produire de l'énergie.
Alors vous entendez l'eau bouillir, là, ça veut dire qu'on est à 80 degrés. Quand on entend l'eau frémir, c'est qu'on arrive à 80 degrés dans les marmites, là. Je fais bouillir de l'eau pour prendre le bain. Quand tu arrives à 100 degrés, c'est dangereux parce qu'on n'entend plus rien. Une fois qu'on est dépassé à 100, c'est beaucoup plus chaud. Alors dans 100 degrés, quand j'ai des stagiaires qui sont ici, je leur dis toujours, tu remets un peu d'eau froide pour descendre à 60 degrés, parce que manier de l'eau à 100 degrés, c'est très dangereux, on peut se brûler. Donc, vous voyez, derrière moi, il y a quelques pots, là, il y a du sel, par exemple, il y a des trucs qu'on broie. On a fait, justement, je vais voir avec le BRGM, j'ai extrait du sel à peu près avec un 5 litres d'eau, on extrait 150 grammes de sel. Je vais voir si je peux en envoyer au BRGM, Bureau des ressources géologiques et minières, pour voir la teneur en lithium. En fin de compte, en France, vous voyez, en dehors des mines qu'on pourrait exploiter, il y a la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Il y a 3 mers proches de nous où peut-être on pourrait extraire du lithium. Il y a les salins du Midi, ils extraient déjà le sel de mer. Bon, il y a des sources aussi des nappes phréatiques souterraines où il peut y avoir du sel. Donc, vous voyez, alors là, bien réfléchir à ce que je viens de dire. Le problème, le plus important, c'est le soleil. Et puis après, on peut faire de l'ombre. Et on peut donc amener de l'eau. Parce que je vois que partout, il y a quand même des problèmes d'eau. Mais il faut aussi dessalement de l'eau de mer, quoi, amener de l'eau de mer. Et puis en même temps, on peut toujours penser à faire plusieurs choses en même temps. Avant, on ne faisait qu'une chose. On brûlait du charbon ou du fioul pour faire de l'électricité. On ne serait préoccupé pas de récupérer la chaleur. Par exemple, à proximité d'une centrale thermique, on peut avoir une serre, on peut produire des légumes. Toute source de chaleur, il faut récupérer. Donc on va doubler la productivité en faisant des choses comme ça. Et puis aussi, moi je vois dans mon village, on est quand même, il y a 1500 habitants, on est une région agricole et on marche, le gymnase marche au fioul, la maison de retraite au gaz, les maisons sont nucléaires. Il y a rien de. Il y aurait possibilité, par exemple, de faire des plantations de miscanthus et à alimenter une chaudière. Alors, une chaudière, en plus, moi je dis qu'il faudrait une chaudière qui va produire de l'électricité. La cogénération, ça s'appelle, la cogénération. Donc, vous voyez, des solutions pour sortir des crises. Voilà, il faut des choses simples et efficaces. Alors, je travaille aussi sur le béton égyptien. C'est un mélange, par exemple, l'hiver quand on se chauffe, justement, toujours l'idée de faire deux choses en même temps. Je fais un four qui monte à 1100 degrés. Je me suis inspiré de la briqueterie de Lisieux. Il faut 1100 degrés pour faire de la chauffe, parce que 900 degrés est encore un peu juste, si le calcaire n'est pas pur. Et on produit de la chaleur. On peut, par exemple, chauffer la maison avec de l'air chaud. Et en même temps, on produit de la chaux qu'on va stocker. Et au printemps, quand il commence à faire bien sec, on peut la manger avec du calcaire broyé, qui est riche en argile, quoi, du calcaire plutôt argileux. Donc on met 4 parts de chaux vive, 11 parts de calcaire broyé, un peu argileux, et la part de bicarbonate qu'on a pu extraire du sel de mer, voir le procédé pour produire du bicarbonate. C'est le bicarbonate qui va servir de catalyseur il va amener du gaz carbonique à la chaux pour la faire durcir. Et puis le calcaire argileux, il est un peu collant. C'est lui qui va faire, donc ça va faire un ciment géologique. Alors ce qui est intéressant, le béton égyptien, ça demande une température beaucoup moins élevée. Donc c'est beaucoup, et puis on peut en même temps se chauffer. On va produire de la chaux et en même temps se chauffer. Il faut savoir que quand on fait de la chaux, il n'y a que 15% de l'énergie thermique qui est captée par la chaux, le calcaire qui se transforme en chaux pour évacuer le gaz carbonique. Donc c'est la température qui joue beaucoup. C'est pas tellement l'énergie qu'on apporte, quoi. On apporte un peu d'énergie qui fait échapper le gaz carbonique. Alors le gaz carbonique, c'est pas trop. Justement, si on fait l'été, on fabrique du bicarbonate de soude. On boucle la chaîne puisque le bicarbonate, ou même le four, si on étudie un four qui récupère le CO2 qui est émis par le four pour fabriquer du bicarbonate de soude,
à partir de la soude qu'on a extrait de la mer, du sel de mer. Là, le bilan est neutre. Donc, alors dans l'avenir, on pourrait construire des maisons en béton égyptien. Vous pourrez aller voir sur des vidéos sur YouTube. Là, c'est pas moi qui ai découvert ça, c'est Joseph Davidovich, un chimiste français qui est allé voir il y a 30 ans les pyramides. Il a dit, est-ce que c'est pas du béton? Il a fait des essais sur ça s'appelle les géopolymères, géologiques et polymères. Donc il s'est rendu compte qu'en mélangeant du bicarbonate de soude, alors les Égyptiens avaient du natron dans l'estuaire du Nil, une réaction chimique qui se produit seulement avec l'effet de la chaleur et de la mer. Et donc il s'est rendu compte, il a fait des expériences, il a moulé des blocs. Alors moi j'ai trouvé ça intéressant pour construire des maisons. On met un coffrage en bois, 2 planches en sapin ou en pin, pour en faire des murs de 40 ou 50 cm d'épaisseur. On fait le mélange, il fait le mélange dans une piscine. On peut le faire peut-être dans une bétonnière ou un autre moyen. Il faut attendre un peu. C'est pas comme le ciment. Il faut attendre que ça réagisse. Ça va dégager un peu de chaleur. Et après, on coule le mélange dans le coffrage comme du pisé. Quand même, le pisé, c'est un mélange d'argile et de cailloux. On tasse avec une dame à main. Bon, c'est dur, c'est méthode égyptienne. Une dame thématique. Et même au bout de 4 ans, on pourrait démouler. Bon, le mieux, c'est d'attendre une journée comme ça. Alors, le fait d'avoir du bois, ça absorbe un peu l'eau. Faut que le mélange soit pas trop humide, quoi. On est obligé de mettre un peu d'eau, pas mal d'eau pour que ça se mélange bien. Mais il vaut mieux laisser évaporer. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire ça au printemps ou l'été. Les phénomènes d'évaporation est plus important. Et quand le mélange est comme du sable mouillé, si on fait un pâté, c'est le bon moment pour le mouler. Donc, puis il faut à peu près, au début c'est un petit peu fragile, au bout d'un mois ça commence à durcir, puis au fil du temps ça durcit de plus en plus. Donc au début ça sent une odeur sympa d'ailleurs, ça sent une odeur particulière, qui se dissipe au fil de temps. Donc j'avais fait une démo avec un journaliste qui est venu me voir, on a fait ça dans la cuisine, donc j'ai remarqué que c'est la chaux, le calcaire que j'avais, vous voyez, il venait de Mantes-la-Jolie. J'essaye de trouver du côté de Lisieux, il y a un autre gisement là, voir si le calcaire, c'est ce qu'on appelle du calcaire marneux. Quand on parle de calcaire marneux, c'est du calcaire qui vient de l'argile. Ça c'est bien pour faire. Donc à la place des chaumières, dans l'avenir, on pourrait faire des maisons en béton égyptien. Et ça serait très intéressant. Donc vous voyez, pas mal de possibilités, des choses simples, et qui peuvent nous résoudre pas mal de problèmes. Donc, je vais essayer de mettre cette première vidéo en ligne. On essaiera de faire peut-être des choses un peu plus courtes. Là, c'est comme ça, j'ai fait ça avant d'aller prendre mon petit bain à 3h du mat, quoi. On travaille tard. C'est là que l'inspiration vient parfois. Vous voyez, là, moi, la pendule, bon, elle est à l'envers, mais je suis 3h, presque 3h30 du matin. On travaille. La recherche, ça se fait la nuit. C'est là qu'on n'est pas trop dérangé par le téléphone, que l'inspiration vient. Bon, bah alors, je vous souhaite bon visionnage de cette vidéo. Donc, pensez à vous abonner. Donc, Homme Énergie France. Et dans l'avenir, ça va devenir... je garde le nom de la chaîne parce que... mais par contre, le nom de l'association a changé. C'est Universal Research Innovation. Parce que... quand on fait de la recherche, toutes les sciences sont liées. L'idée du nom, c'est parce que la liaison entre les sciences, et puis l'innovation, c'est quand on passe du laboratoire à l'industrie, qu'on arrive à faire ça à grande échelle. C'est ça l'innovation. C'est quand on arrive à passer du labo à reproduire ça à grande échelle. C'est ça le mot innovation. Donc à bientôt. On arrête pour ce soir.